Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Je vous retrouve pour un nouvel épisode des récents supports où je passe en revue les cartes de support intéressantes sorties pour des archétypes que j'avais déjà traités en vidéo. Depuis l'épisode précédent, on a eu deux produits, Foudre Amplifiée et les decks du Égyptien, ce qui a apporté pas mal de supports pour seulement deux produits. Et je vais d'abord passer en revue tous les archétypes concernés pour vous dire ce que j'aborderai en détail ou non après. Comme dans le premier épisode, je ferai tout dans l'ordre de sortie de mes instants rolling, et si vous voulez passer directement à ce qui vous intéresse, vous avez le sommaire en description. Dans les decks de structure, on a donc reçu du support plus ou moins direct pour les dieux égyptiens. J'ai des choses à dire sur 5 de ces cartes, donc ça occupera un bon morceau de la vidéo. Ensuite, on a la nouvelle lien charmeuse, mais elle est exactement comme les 4 autres, donc tout est dit dans ma vidéo de l'époque. Après ça, on a le trio de l'impact de la genèse, assez inégal. La nouvelle Kissikil n'est pas plus intéressante que le support précédent, donc je passe. Et la Isis Magistus fonctionne exactement comme les autres monstres de l'extra deck, donc là non plus rien de très intéressant à ajouter par rapport à la vidéo initiale. En revanche, le nouvel Isis Drytron est probablement la carte la plus intéressante de toute cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, donc vous pouvez me croire quand je vous dis qu'on va la décortiquer comme il se doit. Le nouveau monstre barrière de glace, bien que pas ouf, a quand même un effet continu que je vais devoir expliquer, donc je le retiens aussi. Hero a reçu sa carte tant attendue et elle aussi je vais en parler un petit peu. Puis enfin on terminera par un peu de support Solaire Avalon, importé lui aussi dans Foudre Amplifiée. Le récap étant fait, on peut commencer avec tout d'abord le support du Égyptien et l'attaque de la Force du Tonnerre, la carte d'attaque signature de Slifer. Son activation et son effet ne peuvent pas être annulés, ce qui veut dire qu'on peut légalement essayer d'annuler la carte, mais elle se résoudra malgré tout, en fait elle va forcer sa résolution. C'est un peu comme d'autres cartes dans l'archétype. Il y a surtout deux choses intéressantes à relever. Si vous n'appliquez pas l'effet optionnel de pioche, ou si vous n'avez pas réussi à détruire le moindre monstre bien sûr, alors la restriction sur vos attaques n'est pas appliquée le reste de ce tour. La pioche ne peut d'ailleurs être appliquée que si vous activez la carte durant votre main phase. Et l'autre subtilité du texte, c'est qu'on pioche pour chaque monstre détruit et envoyé au cimetière. Cette partie nous indique donc que le monstre doit toujours être un monstre dans le cimetière. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que les monstres pièges existent, et avec eux, on n'a pas de pioche, puisque dans le cimetière, ils sont redevenus uniquement des pièges. On passe au point du destin d'Obélisque, qui fonctionne sur des principes similaires, avec une partie bonus de l'effet si on est durant votre main phase. Au passage, je précise que sur ces deux cartes, il n'y a bien qu'un seul effet, ce ne sont pas deux effets qui s'activent l'un après l'autre. Tout est appliqué durant le même chain link. Ici, l'effet est très gros, alors lisons-le bien. Tout d'abord, on annule les effets d'un monstre sans le cibler. On choisit donc le monstre au moment de la résolution. Et on ne peut pas annuler les effets d'un monstre dont les effets seraient déjà annulés. Ce qui fait qu'on peut pas choisir un monstre qui est déjà actuellement annulé par Inifini ou absorption de compétences. Une fois ça fait, on détruit le monstre et si on le fait, durant tout le reste de ce tour, ses effets seront annulés là où il est après sa destruction. Donc logiquement ça va être le cimetière, mais bon, il peut être ban aussi par exemple. Mais également, on applique une restriction similaire à appeler par la tombe ce tour sur tous les monstres qui ont le même nom d'origine que le monstre détruit. De la même manière que la magie bien connue, si un tel monstre active un effet, il sera annulé, et tous les effets sur le terrain de ces monstres seront également annulés, ce qui inclut donc les effets qui ne s'activent pas, comme par exemple les effets continus. Et ensuite, une fois tout ça appliqué, on peut aussi appliquer l'effet de détruire toutes les magies pièges adverses si on est durant notre main phase. Donc oui, ça fait beaucoup d'actions, tout ça dans un seul chain link, lisez bien la carte pour être sûr de ne rien oublier quand vous l'utilisez. Allez, on enchaîne, troisième carte, Croisement d'âme. C'est une de ces cartes qui vous font faire une invocation normale, une sacrifice ici. Mais elle n'utilise pas votre invocation normale du tour, c'est quelque chose d'entièrement bonus. Elle vous permet également de sacrifier des monstres adverses, et là aussi, chose importante à préciser, et ça ne paraîtra pas intuitif pour quelques habitués, c'est totalement différent du fonctionnement de l'antre des ténèbres. Si vous allez sacrifier un monstre via l'antre, il faut que le monstre en question soit affecté par les effets de magie. En gros, l'effet de l'antre le rend sacrifiable, si on veut. Mais ici, ça n'est pas le cas. On passe entièrement par une mécanique de jeu. Ce n'est pas le croisement qui rend les monstres sacrifiables. Donc vous pouvez notamment utiliser des monstres qui ne sont pas du tout affectés. En fait, c'est beaucoup plus proche de la mécanique des kaiju que de celle de l'antre. Enfin, dans cet effet, vous avez une restriction en plus, qui vous empêche d'activer plus d'un effet de carte par tour, jusqu'à la fin du prochain tour. Les seuls effets étant totalement exempts de cette restriction étant ceux activés par les monstres bêtes divines. Eux, vous pouvez en activer autant que vous voulez, y a pas de problème. Ils ne comptent pas dans cette restriction. Mais donc, pour ce qui concerne l'effet annexe qu'il vous reste à chaque tour, sachez que vous avez le droit à une seule activation, ce qui implique plusieurs choses. Si l'effet en lui-même est annulé, il comptera toujours, puisqu'il a été activé malgré tout. Mais par contre, si c'est son activation qui est annulée, alors vous n'êtes pas considéré comme ayant activé l'effet.
Vous l'avez utilisé, certes, mais vous ne l'avez pas activé. Donc pour le jeu, vous n'aurez pas encore activé un effet, ce qui fait que vous pourrez essayer d'en réactiver un autre par la suite durant ce même tour. Ça aussi, il faut y faire gaffe, que vous utilisiez la carte ou qu'on l'utilise contre vous. On continue ce support avec l'avant-dernière carte, le piège continu, bête divine ultime. C'est surtout son deuxième effet qui va nous intéresser puisqu'il n'est pas forcément hyper clair. On détruit toutes les cartes face recto de l'adversaire qui ont activé leur effet sur le terrain ce tour. Mais qu'est-ce que ça inclut véritablement? On va prendre l'exemple de la scène lumière Farstar car il est assez pratique. Si mon adversaire a activé l'effet pour bloquer une magie piège, c'est assez simple. On avait la carte sur le terrain, elle a alors activé un effet, donc à la fin du tour, elle sera détruite. Mais par contre, que faire si mon adversaire a juste activé la carte depuis sa main? Qu'il ait Tutoon Farstar ou non d'ailleurs, là-dessus ça n'aurait pas d'importance. Car là, il a bel et bien activé un effet sur le terrain. Puisque activer une carte, c'est aussi toujours activer un effet. Donc la question c'est de savoir si ça compte pour notre piège, ou s'il ne regarde que les cartes qui ont activé un effet tant qu'elles étaient déjà sur le terrain. Un peu comme Ogre Fantôme justement. Sauf que, le texte n'est pas le même que Ogre Fantôme, et si on prend une situation relativement proche avec l'effet de Dagda Artefact, on peut en conclure qu'effectivement, même l'activation initiale d'une carte, terrain, continu, etc., ça va également compter et la carte va être détruite. On est malheureusement obligé de se référer à une situation qui est proche, mais on n'a pas de ruling exactement là-dessus, mais en gros ça voudrait dire que ça compte n'importe quelle carte activée ce tour et qui reste sur le terrain aussi. Donc même genre une activation depuis la main de magie d'équipement ou de carte pendule activée en zone pendule. Mais je préfère vous prévenir, c'est pas absolu, le texte n'est malheureusement pas hyper clair là-dessus, même si a priori c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. En tout cas il faudra toujours demander à votre head judge comment est-ce que lui veut voir la chose. Je vous mettrai un commentaire épinglé si jamais on a plus d'informations à l'avenir. Et on termine ce support pour les dieux avec l'évolution de Dieu, qui supporte à la fois les dieux égyptiens et les démons de l'enfer. Là non plus, ce n'est pas une carte qui cible un monstre, le monstre est choisi au moment de la résolution. Et comme indiqué, on ne peut pas choisir un monstre qui a déjà été affecté par l'évolution de Dieu. Et c'est assez important puisque les effets appliqués n'ont pas de limite de temps. C'est pas genre jusqu'à la fin du tour. Le monstre, il va garder tout ça tant qu'il restera face recto sur le terrain. Et il faut bien comprendre ce que ça lui fait. Ça va protéger uniquement ses effets activés. Ça va protéger ces effets-là de l'annulation de leur activation ou de l'annulation de leurs effets. En gros, ça va là aussi forcer leur résolution. Mais ça ne protège que les effets activés. Tout ce qui ne s'active pas pourra être annulé. En gros, le monstre en lui-même pourrait avoir ses effets annulés, genre par absorption de compétences, mais tout ce qu'il activera se résoudra malgré tout. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça ressemble un petit peu à Protocol Altergeist. Par contre, la seule chose ici qui devient un effet du monstre, c'est le dernier point. Mais le boost et cette protection sur les effets, ça ne fait pas partie des effets du monstre. C'est pas un effet gagné par le monstre. C'est quelque chose qui lui est appliqué par-dessus. Et justement, pour ce qui est de l'effet qui devient l'effet du monstre, l'effet qui lui est vraiment attribué, c'est un effet déclencheur qui s'active à la déclaration de l'attaque et qui a l'intérêt d'obliger votre adversaire à réaliser une action. De fait, et comme pour des cartes comme à force égale, le monstre choisi par l'adversaire n'est pas considéré comme étant affecté par un effet, ni même envoyé au cimetière par un effet. L'adversaire peut donc choisir un monstre non affecté. Et l'autre intérêt, c'est que vu que vous activez ça à la déclaration de l'attaque, et donc on est encore en battle step, et bien l'adversaire, s'il choisit d'envoyer le monstre que vous attaquiez, il y aura un replay et vous pourrez soit stopper votre attaque, soit attaquer autre chose. Par contre, évidemment, simplement rechoisir une nouvelle cible d'attaque lors d'un replay, ça n'est pas redéclarer l'attaque. Donc vous ne pouvez pas réactiver l'effet immédiatement comme ça. Enfin, très rapidement, petit renvoi à ma vidéo sur les modifications d'attaque-défense, un tuto très important et dont je suis assez fier, puisqu'on peut se poser la question de l'attaque de l'avatar si on l'affecte avec l'évolution. Vu qu'il fait partie de cette toute petite poignée de monstres dont l'effet continu se réapplique en dernier en permanence, il aura bien tous les autres bonus de la magie, mais son attaque redeviendra immédiatement l'attaque la plus haute sur le terrain, plus 100. Souvenez-vous, j'en avais parlé à la fin du tuto en question. Allez, sortons de ce support XXL et repassons sur des thèmes plus variés, avec pour commencer une sacrée carte puisqu'on va parler du nouveau Drytron. Mubeta Fafnir possède 3 effets, mais seuls 2 vont être à expliquer. Tout d'abord vite fait son effet d'annulation, où il faut simplement souligner le fait qu'on ne peut répondre qu'à une activation de carte magie piège, donc uniquement à une activation initiale de carte.
Pour reprendre l'exemple de la scène lumière, il pourrait annuler l'activation initiale de la carte, mais pas l'activation de son effet de magie pour bloquer une EMP. Mais bien entendu, c'est principalement de son premier effet que l'on doit parler. À vrai dire, il est plutôt simple, puisqu'en fait, il est pas restrictif du tout. Il vous permet, en fait, lorsque vous invoquez rituellement, d'utiliser également ses matériels Xyz, y compris si vous l'utilisez aussi lui-même. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison pour remplir vos critères. Ça peut être un monstre que vous contrôlez plus un des matériels, Mu Beta Fafnir plus un monstre que vous contrôlez, ou même encore Mu Beta Fafnir plus un ou plusieurs de ses matériels. C'est vraiment totalement libre, vous faites ce que vous voulez. Par contre, faites bien attention, vous détachez les matériels pour les utiliser, et du coup ils ne sont pas considérés comme étant sacrifiés. Ça peut avoir son importance. Bien, on enchaîne sur un autre support, la juge de la barrière de glace. Son effet continu ne s'applique que contre les effets activés par l'adversaire, qui requièrent de payer des points de vie en coût d'activation. On parle donc uniquement de payer des LP, même pas de recevoir des dommages. Et même pas d'ailleurs non plus de perdre des LP. Ça doit spécifiquement être payé, et ça doit être un coût d'activation. Mais alors, quand est-ce que l'adversaire perd ses 500 LP à cause de la juge? Et d'ailleurs, là encore une fois, on perd des points de vie, ce ne sont pas des dommages, tous ces mots sont vraiment très différents. Eh bien, le texte a été visiblement raccourci, mais c'est un peu comme les Farstar en fait, et oui on y revient, c'est-à-dire que c'est à appliquer après la résolution de l'effet en question. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'en fait on doit toujours attendre jusqu'à ce moment-là pour être bien sûr que l'activation a été validée. Car si jamais elle était annulée, on aurait considéré qu'elle n'a jamais eu lieu. C'est très technique mais en gros je pense que c'est ça le raisonnement qui fait que ces effets appliquent toujours après la résolution de l'effet et non pas directement à la création du chaining de l'effet. C'est pour respecter une certaine logique pour les mécaniques de jeu. Et bien sûr la juge doit être sur le terrain pour appliquer les moins 500 à la résolution. On approche doucement de la fin avec la devineresse du héros. Autre carte très attendue pour Drytrand notamment, elle n'est pas hyper compliquée, mais vu qu'elle va être beaucoup jouée, je vais quand même m'attarder un peu dessus. Son premier effet lui fait modifier son propre niveau, et si vous avez un petit peu l'habitude, vous savez ce que ça veut dire. Si par la suite ces effets sont annulés, elle retrouvera son niveau d'origine. Elle oubliera la modification. Également, comme vous ne déclarez pas à l'activation d'où vous allez envoyer, cet effet inclut toujours la possibilité d'envoyer depuis le deck, et donc il peut être annulé par floraison de cendres. Vous ne choisissez pas, vous dites même pas lors de l'activation ce que vous comptez faire, vous activez l'effet, et la résolution vous dites « bon bah du coup je vais envoyer depuis le deck » ou alors « bon bah je vais envoyer depuis l'extra deck ». Mais surtout, comment cet effet se comporte-t-il face à Macrocosmos? Eh bien, il est activable, rien ici n'est un coup d'activation, mais étant donné que le monstre elfe sera banni à la place à la résolution, la devineresse ne gagnera pas de niveau. Et d'ailleurs, vu qu'on envoie le monstre et si on le fait, son niveau augmente, alors même si elle n'est plus sur le terrain à la résolution, on résout au maximum, donc on envoie quand même le monstre au cimetière. Et on termine enfin cette vague de support avec les Solaire Avalon. J'ai déjà traité l'archétype donc je ne reviendrai pas sur les points communs à d'autres monstres, et je vais pas non plus parler des effets les plus basiques, ce support n'étant pas hyper compliqué, à l'exception d'un seul effet qu'il est intéressant de détailler, notamment vu qu'il est plus clair en TCG, c'est l'effet de Mélias. Et oui, pour une fois on a un texte qui est plus clair en TCG qu'en OCG, le monstre ciblé peut attaquer autant de fois qu'on contrôle de Solaire Avalon au moment de la résolution de l'effet de Mélias, et c'est ça la clarification que j'en attendais. Ce nombre ne varie pas au cours du temps. Quand vous résolvez l'effet de Mélias, vous comptez, c'est donc le nombre que vous appliquez, et il restera comme ça. C'est pas un nombre qui peut évoluer avec le temps si les monstres apparaissent ou disparaissent de votre terrain par la suite. Voilà qui clôt cette vidéo, j'espère que tout ça vous a aidé à mieux comprendre les sorties récentes. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de support dans la cour du roi, car j'ai pris le pari de faire cette vidéo avant d'en connaître le contenu. On verra bien, en attendant n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!